Les coups ont commencé doucement, un bruit sourd contre le bois qui m'a tiré du sommeil comme un hameçon. Je suis resté immobile dans l'obscurité de mon appartement, désorienté, le corps lourd de l'épuisement d'une garde de 12 heures aux urgences. Le bruit a recommencé, 3 coups délibérés, puis le silence. J'ai cligné des yeux vers le plafond, mon souffle visible dans l'air glacial car le chauffage s'était coupé il y a des heures et la pièce ressemblait à une morgue. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, faisant trembler les vitres dans leur cadre. La météo avait averti d'une tempête hivernale, des températures chutant à -5 degrés avec un ressenti proche de -15. Les coups ont repris, plus forts, plus urgents. J'ai rejeté les couvertures, ma peau se hérissant instantanément, le sol était comme de la glace sous mes pieds nus alors que je trébuchais vers la porte en attrapant mon téléphone sur la table de nuit. L'écran affichait 4h32 du matin en chiffres blancs agressifs, mon cœur s'est emballé car personne ne frappe aux portes à cette heure-ci pour annoncer une bonne nouvelle. J'ai allumé la lumière du porche et ouvert la porte, puis je me suis figé. Léo se tenait sur mon paillasson, son corps de 11 ans plié sous le poids de sa sœur sur son dos. Les petits bras de Chloé étaient lâchement enroulés autour de son cou, sa tête ballottant contre son épaule. Le visage de Léo était d'une blancheur osseuse, ses lèvres teintées de violet, les yeux vitreux avec le regard vide d'une exposition sévère au froid. Il portait un bas de pyjama trempé jusqu'aux genoux, des baskets sombres de neige fondue, pas de chaussettes, et un vieux tapis de garage, le genre que les mécaniciens utilisent pour récupérer l'huile, était drapé sur ses épaules, croûté de taches de graisse et rigide à cause du gel. Chloé ne bougeait pas. Ma formation a pris le dessus avant même que ma pensée consciente ne puisse suivre. J'ai d'abord enregistré la cyanose, ses lèvres et ses ongles étaient gris-bleu, sa poitrine se soulevait et s'abaissait en mouvements superficiels et rapides, chaque respiration accompagnée d'un stridor rauque qui ressemblait à de l'air forcé à travers une paille. Elle portait une chemise de nuit de princesse rose, fine comme du papier de soie, mais le lourd manteau d'hiver de Léo avait été enroulé autour de son petit corps, il lui avait donné son manteau. À l'intérieur, maintenant, ma voix est sortie stable, clinique. J'ai attrapé Chloé, la soulevant du dos de Léo, elle était effrayante de légèreté, sa peau froide et cireuse sous mes doigts. Les jambes de Léo ont lâché au moment où le poids l'a quitté et il s'est effondré sur mon sol en un tas désarticulé, ses jambes trop engourdies pour le porter. J'ai porté Chloé jusqu'au canapé, l'allongeant pendant que mon esprit parcourait les protocoles comme une liste de contrôle, hypothermie sévère, température centrale probablement inférieure à 35 degrés, détresse respiratoire, faux croup possible, pneumonie possible, voie respiratoire compromise. J'ai attrapé toutes les couvertures à portée de main, l'enveloppant soigneusement en évitant les extrémités, réchauffé le centre d'abord, réchauffer les artères, car un réchauffement rapide des membres gelés pourrait envoyer du sang-froid vers le cœur et déclencher un arrêt cardiaque. Sa respiration empirait. J'ai couru vers la salle de bain, ouvrant violemment l'armoire où je gardais mes fournitures médicales personnelles, une habitude de mes années de garde de nuit. Le nébuliseur était encore dans sa boîte, non ouvert, je l'avais acheté il y a 6 mois quand la famille d'un patient ne pouvait pas s'en offrir un, je n'aurais jamais pensé en avoir besoin pour ma propre nièce. Mes mains tremblaient en assemblant le masque, remplissant la chambre de sérum physiologique et l'ajustant sur le petit visage de Chloé. La machine a vrombie, la brume s'écoulant dans ses voies respiratoires, son stridor s'est légèrement calmé, le sifflement désespéré baissant d'un demi-octave. Léo était toujours sur le sol près de la porte, recroquevillé sur le côté, frissonnant si violemment que ses dents claquaient. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblant maintenant non pas de froid mais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. J'ai composé le 15 et mis le haut-parleur, mes doigts retournant déjà vers Chloé pour ajuster l'angle du nébuliseur. Urgence SAMU, j'écoute. Ici Camille Vasseur, infirmière diplômée d'État, ma voix était lisse comme du verre, professionnelle. Je signale 2 urgences médicales pédiatriques à une résidence privée, suspicion de négligence grave sur mineur. J'ai besoin d'une ambulance et de la police immédiatement. 2 enfants, 11 et 7 ans. Hypothermie, l'une avec détresse respiratoire aiguë. L'adresse est 447 allée des Érables, appartement B. Les secours sont en route, restez en ligne. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers Léo. Ses yeux me suivaient mais il ne pouvait pas parler, sa mâchoire bloquée par le froid. Je l'ai tiré loin de la porte, l'ai enveloppé dans ma couette, la bordant serrée autour de son torse,
puis je suis allée à la cuisine, j'ai attrapé la brique de lait chocolaté du frigo, l'ai versé dans une tasse et mise au micro-ondes pour 40 secondes. Pas trop chaud, juste assez pour réchauffer son centre de l'intérieur sans brûler sa gorge. Le micro-ondes a bipé. J'ai testé la température contre mon poignet, chaud mais pas brûlant, et l'ai apporté à Léo avec une paille. Il a pris de petites gorgées, ses mains trop raides pour tenir la tasse, chaque gorgée faisant grimacer son visage de douleur alors que la chaleur rencontrait les tissus gelés. Je me suis agenouillée à côté de lui, une main tenant la tasse, l'autre vérifiant le pouls de Chloé, fin et rapide mais présent. Mon cerveau cataloguait les blessures avec un détachement clinique, engelure sur les orteils de Léo visible à travers les trous de ses baskets trempées, malnutrition car les 2 enfants étaient en sous-poids, pommettes trop saillantes, yeux enfoncés. Les ongles de Chloé étaient sales, irréguliers. Les cheveux de Léo étaient emmêlés, gras. C'étaient les enfants de mon frère. Julien et Sophie vivaient dans un manoir dans les quartiers huppés, 5 chambres, plancher chauffant, une collection de 20 coûteuses, et ils avaient envoyé leurs enfants dehors dans une tempête hivernale en pyjama. Ma main s'est resserrée sur la tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Léo a tressailli et je me suis forcée à desserrer ma prise. Ce n'était pas le moment. Plus tard, il y aurait du temps pour la rage. En ce moment, j'étais infirmière. En ce moment, ces enfants avaient besoin que je sois solide. Les sirènes ont coupé le vent dehors, distantes d'abord, puis plus fortes, des lumières bleues balayant mes fenêtres. J'ai regardé Léo, toujours enveloppé dans ma couette, ses yeux anciens dans son visage d'enfant. Ses yeux avaient trop vu, trop compris. Il ne montrait aucune surprise d'être ici, aucune confusion, juste une résignation lasse qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Les ambulanciers poseraient des questions, la police poserait des questions, et je répondrais à chacune d'elles, parce que ce n'était pas fini, ce n'était que le début. Les portes de l'ambulance ont claqué derrière nous avec une finalité métallique qui a résonné dans ma poitrine. Chloé était attachée au brancard, son petit visage obscurci par un masque à oxygène s'embuant à chaque respiration laborieuse. Le sifflement rythmique de l'air comprimé remplissait l'espace exigu alors que l'ambulancier ajustait le débit, ses mains gantées bougeant avec une efficacité rodée. Je me suis assise sur la banquette à côté de Léo, ma main enveloppant la sienne plus petite. Ses doigts étaient encore froids malgré les couvertures thermiques qui le coconnaient. Le garçon fixait le plafond de l'ambulance, ses yeux suivant les bandes LED au-dessus avec cette même platitude troublante que j'avais vue à ma porte. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ce soir ?» J'ai gardé ma voix basse, clinique, le même ton que j'utilisais pour encourager les patients traumatisés qui avaient besoin de parler mais ne pouvaient supporter d'être poussés. La gorge de Léo a travaillé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il ne répondrait pas, puis ses lèvres se sont entr'ouvertes et les mots ont commencé à se déverser dans ce même murmure monotone qui me donnait la chair de poule. Papa et maman sont partis à 17h. Il y avait une soirée. Un vernissage. Papa a dit qu'il devait partir avant le front froid. Il a fait une pause, avalant sa salive. Ils nous ont dit de commander une pizza et d'aller au lit à 21h. Les mains de l'ambulancier se sont figées une demi-seconde sur la perfusion de Chloé avant de reprendre leur travail. J'ai senti ma mâchoire se serrer mais j'ai gardé mon expression neutre. À 22h, on a remarqué que Neige n'était pas à l'intérieur. J'ai mis mon pyjama et mon manteau d'hiver et je suis allée voir dans le jardin. Chloé devait attendre dans le salon. Sa voix s'est brisée légèrement. Elle s'est impatiente. Elle n'avait que sa chemise de nuit et cette veste fine. Elle ne comprenait pas à quel point il faisait froid. Je regardais son profil pendant qu'il parlait, 11 ans et portant déjà le poids de protéger sa sœur comme une armure qu'il ne pouvait pas enlever. Le vent a attrapé la porte. Elle a claqué. La serrure connectée s'est verrouillée automatiquement. Il a dit ces 2 derniers mots avec une amertume qui sonnait faux sur la langue d'un enfant. J'ai essayé le code. Ça n'a pas marché. J'ai appelé papa. Puis maman. Personne n'a répondu. Ma main libre s'est fermée en poing contre ma cuisse. La banquette en vinyle crissait sous ma blouse. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Les yeux de Léo ont finalement bougé, glissant vers moi avec une culpabilité qui a creusé quelque chose de vide dans ma poitrine. J'ai failli. J'avais mon pouce sur ton nom. Mais le téléphone s'est éteint.
Il a pris une inspiration tremblante. Plus tôt, Chloé pleurait pour maman. Je l'ai laissé jouer au jeu du restaurant pour la calmer. J'ai oublié de le charger après. Le moniteur au-dessus de la tête de Chloé bipait régulièrement. Chaque son marquait une seconde de plus que ses enfants avaient survécu malgré l'échec de chaque système conçu pour les protéger. Ce n'est pas ta faute, Léo. J'ai serré sa main plus fort, sentant les os fragiles sous sa peau. Rien de tout cela n'est ta faute. Son expression n'a pas changé, mais ses doigts ont serré les miens en retour avec une force surprenante. On est allé dans le garage. Il y avait un tapis, vieux et poussiéreux, mais je me suis enveloppée dedans. J'ai donné mon manteau à Chloé. Elle en avait plus besoin. Il parlait plus vite maintenant, comme s'il poussait les mots dehors avant qu'ils ne puissent rester coincés dans sa gorge. La température a chuté. Elle continuait de chuter. Le garage n'est pas chauffé. C'est descendu à la même température que dehors. -5 degrés. L'ambulancier a émis un petit son qui aurait pu être un juron ou une prière, je ne pouvais pas dire lequel. Après ce qui a semblé être une éternité, Chloé a commencé à siffler. Fort. Vraiment fort. Je savais que si on restait là, elle mourrait. La voix de Léo s'est finalement brisée, craquant sur ce dernier mot comme de la glace sous pression. Alors je l'ai prise, et j'ai marché. À travers le petit bois. Le raccourci vers chez toi. 1,5 kilomètre. Le sol était gelé et l'air semblait humide et ça continuait juste de prendre notre chaleur et de prendre notre chaleur et... Tu lui as sauvé la vie. Ma voix est sortie plus rauque que prévu. Tu as sauvé vos 2 vies. J'ai entendu un reniflement à l'avant de l'ambulance. L'ambulancier s'est détourné, soudainement très concentré sur la vérification d'un équipement qui n'avait pas besoin d'être vérifié. Mes propres yeux brûlaient mais j'ai cligné pour chasser les larmes. Il y aurait du temps pour ça plus tard. En ce moment, Léo avait besoin que je sois solide. L'ambulance est entrée dans le sas des urgences de l'hôpital général à 5h30, les mêmes lumières fluorescentes sous lesquelles j'avais travaillé pendant 12 heures hier m'accueillant maintenant de l'autre côté. Chloé a été emmenée en soins intensifs immédiatement, une équipe d'infirmières que je reconnaissais entourant son brancard. Léo a été transféré dans un fauteuil roulant, ses pieds gelés trop endommagés pour supporter son poids. Le lieutenant Morel m'a trouvé dans le couloir devant le service de pédiatrie. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec le genre de visage sérieux qui n'avait pas encore appris à cacher l'horreur derrière le détachement professionnel. Mademoiselle Vasseur, j'ai besoin de prendre votre déposition. J'ai tout raconté avec la même précision clinique que j'utilisais pour mes dossiers. La température de leur peau, la couleur des lèvres de Chloé, la chronologie que Léo m'avait donnée. Le stylo de Morel bougeait sur son carnet avec une pression croissante, la pointe déchirant presque le papier au moment où j'ai fini. Et les parents ? Sa voix était devenue plate. Où sont-ils maintenant ? Je ne sais pas. Ils sont partis pour un vernissage à 17h. Pour autant que je sache, ils n'ont pas encore été contactés. Quelque chose de froid a bougé derrière ses yeux. On va les trouver. À 8h du matin, alors que je surveillais de près Léo qui se reposait, j'ai entendu le claquement sec de talons sur le linoléum. Je me suis tournée pour voir une femme dans la cinquantaine approcher, son blazer gris anthracite repassé à la perfection malgré l'heure matinale. Des lunettes sans monture reposaient sur un nez étroit, et ses yeux me parcouraient avec la même qualité d'évaluation que j'utilisais lors du triage des patients. Mademoiselle Vasseur ? Elle n'a pas tendu la main. Madame Bertrand, aide sociale à l'enfance. Mon estomac s'est noué. Madame Bertrand est passée devant moi dans la chambre où Léo était assis dans son fauteuil roulant, ses pieds abîmés surélevés et enveloppés dans des pansements stériles. Elle l'a observé avec la précision détachée de quelqu'un faisant un inventaire, son regard cataloguant chaque blessure visible, chaque signe de négligence. Son stylo grattait sur un carnet relié en cuir. Après ce qui a semblé être 1 heure mais n'était probablement que 3 minutes, elle s'est retournée vers moi. Mademoiselle Vasseur, je suis Madame Bertrand de la SE. Sa voix ne portait aucune chaleur, aucune sympathie, seulement le poids de l'autorité bureaucratique. Actuellement, les enfants sont sous ordonnance de placement provisoire d'urgence. Je dois mener une enquête sociale à votre domicile demain.
Notre priorité est le placement chez un proche, mais les règles de sécurité sont strictes. Elle a fait une pause, et ses yeux froids m'ont cloué sur place. Si votre domicile ne répond pas immédiatement aux normes de sécurité et d'hygiène, les enfants seront placés en famille d'accueil dès leur sortie. Les mots ont frappé comme un coup physique. Mon appartement était petit, encombré par le chaos d'une infirmière travaillant 60 heures par semaine. Je n'avais pas de meubles pour enfants, pas de sécurité sur les placards, pas de fonds pour transformer mon espace en quelque chose de convenable pour 2 enfants traumatisés qui venaient de survivre à la pire nuit de leur vie. Mais je ne pouvais pas la laisser voir cette panique. J'ai forcé ma colonne vertébrale à se redresser, canalisant chaque once du calme qui m'avait porté à travers les codes rouges et les traumas. Je m'en occuperai. L'expression de Madame Bertrand n'a pas changé. Elle a simplement hoché la tête, pris une autre note, et s'est éloignée avec ce même claquement précis de talons. Je suis resté dans le couloir de l'hôpital alors que le soleil commençait à se lever quelque part au-delà de ces murs que je ne pouvais pas voir. Autour de moi, les sons familiers de la relève du matin résonnaient, pas, bip des moniteurs, murmure bas des transmissions. J'avais fait partie de ce rythme pendant des années. Maintenant, j'étais à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Dans ce bâtiment, ma nièce se battait pour chaque respiration tandis que mon neveu était assis dans un fauteuil roulant, ses jambes encore engourdies et sans sensation. Quelque part dehors, mon frère et sa femme dormaient pour cuver leur champagne, inconscients que leurs enfants avaient failli mourir dans le froid. Et demain, une femme avec des lunettes sans monture et un carnet en cuir jugerait si j'étais digne de garder ses enfants en sécurité. J'avais moins de 24 heures pour devenir quelqu'un que je n'étais pas sûr de savoir être. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, indifférentes au poids qui s'installait sur mes épaules. J'ai sorti mon téléphone, cataloguant déjà mentalement ce que je possédais que je pouvais vendre, à quelle vitesse je pouvais le faire, si ce serait assez. Il fallait que ce soit assez. Je me suis retourné vers la chambre de Léo, carrant mes épaules contre la tâche impossible à venir. Le couloir s'étendait devant moi, stérile et sans fin, et j'ai avancé quand même. Le téléphone dans ma main a vibré avec une notification que j'attendais, une réponse d'un magasin de rachat d'or en ville. Ils prendraient le collier en diamant que ma grand-mère m'avait laissé. Ils m'ont aussi dit que je pouvais apporter le collier plus tard cet après-midi pour l'évaluer en personne et finaliser le prix. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue lavant mon visage dans le couloir avant l'aube, et je n'ai rien ressenti. Pas de chagrin, pas de regret, juste l'arithmétique froide de la survie. J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma blouse et suis retourné vers la chambre de Léo. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais le voir dans le fauteuil roulant, ses pieds bandés posés sur les repose-pieds, fixant le mur avec ses yeux anciens. Un enfant qui avait porté sa sœur mourante à travers une forêt gelée ne devrait pas avoir cet air-là, vide, attendant, résigné à ce qui viendrait ensuite. Je ne le laisserai plus attendre. Plus tôt, à 6h10, le vent mordait alors que le lieutenant Morel remontait son col et s'approchait du manoir Hart, sa façade moderne brillant d'un éclairage encastré qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Les détecteurs de mouvement se sont allumés, illuminant l'allée courbe où une Tesla était couverte de givre. Morel a appuyé sur la sonnette vidéo. Un carillon doit résonner quelque part à l'intérieur de la maison caverneuse. Il a attendu 10 secondes, puis a appuyé à nouveau. La petite lentille de la caméra au-dessus du bouton a clignoté en rouge, enregistrement. Monsieur Hart ? Ici le lieutenant Morel de la police nationale. Nous avons confirmé qu'il n'y a pas de tuteur à cette adresse pendant des conditions météorologiques dangereuses. Vos enfants sont en soins d'urgence à l'hôpital général. Il a fait une pause, laissant les mots s'enfoncer dans l'appareil qui capturait ce moment. Vous êtes tenu de vous présenter immédiatement pour parler au service de protection de l'enfance. Tout délai sera enregistré comme abandon d'enfant. Silence. Juste le sifflement du vent à travers les colonnes décoratives flanquant l'entrée. À 60 km de là, Julien somnolait dans un fauteuil en cuir à la table de blackjack, sa pile de jetons réduite à une fraction de ce avec quoi il avait commencé. Sophie était quelque part près des machines à sous, son 5e martini la faisant rire trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle. La notification a fait tomber son estomac avant même qu'il ne l'ouvre. Mouvement détecté, porte d'entrée. Il a tâtonné avec son téléphone, manquant de le faire tomber.
L'application s'est chargée lentement, toujours lentement quand on a besoin que ce soit rapide. Puis le flux est apparu. 2 officiers en uniforme debout sur son porche, l'un parlant directement à la caméra. Il n'a pas entendu l'audio. Pas besoin. La posture rigide, les gestes officiels, la voiture de patrouille visible dans l'allée, il savait exactement ce que c'était. Sophie. Sa voix est sortie étranglée. Sophie. On doit partir. Maintenant. Elle a levé les yeux de son verre, le mascara coulait sous ses yeux. Quoi? On vient d'arriver. La police est à la maison. Son visage est devenu blanc sous le fond de teint qu'elle avait appliqué il y a 12 heures. Le hall des urgences sentait le café brûlé et l'anxiété. Je venais de finir de vérifier mon compte bancaire en ligne, calculant à quelle vitesse je pouvais tout liquider, quand les portes automatiques se sont ouvertes brutalement à 9 heures précises. Julien est entré le premier. Son costume coûteux était froissé comme s'il avait dormi dedans. C'était le cas. Ses cheveux rebiquaient d'un côté où il avait essayé de les lisser avec des doigts mouillés dans la voiture. La Rolex accrochait la lumière fluorescente, brillant obscènement contre son poignet pâle. Sophie a trébuché derrière lui, portant toujours sa robe de soirée de la veille. La soie traînait sur le sol, tachée le long de l'ourlet. Elle empestait le jean et la fumée de cigarettes. Où sont-ils? La voix de Sophie a craqué à travers la salle d'attente. Les têtes se sont tournées. Où sont mes bébés? Un agent de sécurité s'est avancé, la main levée. Madame, vous allez devoir. Je suis leur mère. Elle s'est précipitée vers le poste des infirmières, ses talons claquant de manière erratique. Que quelqu'un me dise où sont mes enfants tout de suite. Julien m'a repéré près de l'entrée du couloir. Pendant un moment, nos yeux se sont croisés. Je l'ai vu calculer, regardant son expression passer de la panique à quelque chose de plus affûté. Il a redressé sa veste et a marché vers moi avec la démarche confiante d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Camille. Il a gardé sa voix basse, raisonnable. La voix qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose. Dieu merci tu étais là. Toute cette histoire, c'est un terrible malentendu. Je n'ai pas bougé. Pas parlé. Il s'est approché, baissant la voix à un murmure. Je sais à quel point l'école d'infirmière a été dure pour toi. C'est prêt, tu en es où maintenant? 60 000? 70? Son haleine sentait l'alcool et le désespoir. Je les paierai. Tous. Aujourd'hui. Dis juste à la police que c'était un accident. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées contre mes flancs, sentant le tissu rêche de ma blouse mancrée. Tu as enfermé tes enfants dehors par -5 degrés. On n'a pas verrouillé, la serrure connectée a dysfonctionné. Tu sais comment est la technologie. Son sourire était pratiqué, poli. Pense-y, Camille. Plus de dettes. Tu pourrais enfin respirer. Non. Le mot est sorti plat. Définitif. Son sourire s'est évaporé. Tu fais une erreur. La seule erreur a été de te laisser approcher ses enfants pendant 11 ans. Sa main a jailli et a agrippé mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour meurtrir. Écoute-moi très attentivement. Je vais engager le meilleur avocat de ce pays. Je vais te faire retirer ta licence d'infirmière. Tu ne travailleras plus jamais dans la santé. Tu vas. Julien. Sophie est apparue à son coude, sa voix prenant cette douceur feinte qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Peut-être que Camille a juste besoin de temps pour penser à ce qui est mieux pour les enfants. Un foyer stable. Leur propre chambre. Tout ce dont ils ont l'habitude. Elle m'a regardé avec des yeux calculateurs sous le maquillage coulé. Tu vis dans un petit appartement, non? Combien de chambres? Quelque chose de froid et tranchant s'est cristallisé dans ma poitrine. J'ai croisé son regard et regardé sa confiance vaciller. Une, ai-je dit. Mais c'est plus chaud que votre garage. Le visage de Julien est devenu violet. Espèce de petite moralisatrice. Il m'a poussé. Fort. J'ai trébuché en arrière, ma hanche heurtant le coin d'un chariot médical en métal.
L'impact a envoyé des instruments cliqueter sur le linoléum. La douleur a explosé dans mon coude alors que je me rattrapais contre le mur, mes paumes écorchées contre le béton rugueux. Mon épais manteau d'hiver avait absorbé une partie du coup, mais mon bras lançait là où j'avais percuté le bord du chariot. Ne la touche pas. La voix était petite mais féroce. Léo était debout, réellement debout, agrippant les accoudoirs de son fauteuil roulant, ses pieds bandés nus contre les repose-pieds. Son visage était blanc de douleur, mais ses yeux brûlaient. Ne la touche plus jamais. Sa voix s'est brisée, montant en un cri. Vous nous avez laissés. Vous nous avez laissés mourir et vous vous en fichez. Sophie a regardé son fils comme si elle ne l'avait jamais vu avant. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Aucun son n'est sorti. Sécurité. L'infirmière au poste était déjà au téléphone. On a besoin de la sécurité dans le hall des urgences immédiatement. 2 gardes sont apparus en quelques secondes. La police a reçu l'appel. 5 minutes plus tard, le lieutenant Morel est apparu sur les lieux. Julien a essayé de reculer, main levée, reprenant déjà son personnage d'homme raisonnable. C'est une affaire de famille. Ma sœur est clairement bouleversée et fait. Retournez-vous. La voix de Morel était de glace. Main dans le dos. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai à peine. J'ai dit retournez-vous. Morel a sorti ses menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire et trouble à l'ordre public. Le métal a cliqué autour des poignets de Julien avec un son qui a résonné dans le hall silencieux. Son visage est passé du violet au gris. Sophie a commencé à pleurer de vraies larmes cette fois, ou une imitation convaincante. C'est insensé. Nous sommes venus ici inquiets pour nos enfants et elle essaie de nous piéger. Morel s'est tourné vers elle, son expression inchangée. Sophie Hart, vous êtes aussi en état d'arrestation pour mise en danger de la vie d'autrui sur mineur. Il a fait signe à un autre officier qui était apparu. Lisez-leur leurs droits. Je suis resté contre le mur, berçant ma paume écorchée. Mon coude lançait. Les officiers ont conduit Julien et Sophie vers la sortie. Julien a essayé de se retourner, a essayé de dire quelque chose, mais la main de Morel sur son épaule l'a maintenu en mouvement vers l'avant. Léo s'est rassis dans son fauteuil roulant, son petit corps tremblant. Une infirmière s'est précipitée pour vérifier ses pieds, le grondant doucement pour s'être levé. Il ne semblait pas l'entendre, il me regardait. Tu vas bien ? Sa voix était à peine un murmure. Je me suis poussé du mur et j'ai marché vers lui, mes jambes instables, je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Ma paume piquait là où je l'avais écorché, et je pouvais déjà sentir le bleu se former sur mon coude, mais rien de tout cela n'importait. Je vais bien, ai-je dit. Et toi ? Il a hoché la tête. Puis, si doucement que je l'ai presque manqué. Merci. J'ai tendu la main et pris la sienne, celle qui n'était pas reliée à une perfusion, et l'ai tenue doucement. Ses doigts étaient encore froids. Derrière nous, les caméras de sécurité avaient tout capturé. L'hôpital extrayait déjà les images. Mon bras me faisait mal. Ma paume saignait. J'avais moins de 20 heures pour rendre mon appartement convenable pour 2 enfants que je connaissais à peine. Mais en regardant les portes automatiques se fermer derrière Julien et Sophie, leurs vêtements chers et leurs promesses vides disparaissant dans la lumière froide du matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais forte. Le lendemain matin est arrivé sous un manteau de lumière hivernale terne. Devant le manoir de Julien à 8h55, la maison semblait soigneusement stylisée, ce que Sophie aimait appeler un symbole de leur niveau de vie. La berline de Madame Bertrand s'égarait précisément à 9h. Le lieutenant Morel a suivi dans sa voiture de patrouille. Aucun des 2 véhicules n'avait sa place dans ce quartier d'allées immaculées et d'arbres ornementaux. Prêt ? A demandé Madame Bertrand, sortant avec un porte-documents en cuir sous le bras. Le lieutenant Morel a entré le code d'urgence tiré du témoignage de Julien, ignorant que ce n'était pas le même code que Léo avait mémorisé. La porte s'est ouverte avec un carillon électronique joyeux, le même son qui avait scellé 2 enfants dehors par -5 degrés. Le foyer s'ouvrait sur un salon voûté. Des meubles en cuir italien formaient des angles droits parfaits autour d'une table basse en verre. Une cave à vin se tenait contre le mur du fond,
rétroéclairée et climatisée. Dans la cave trônaient 12 bouteilles de rouge, leurs étiquettes tournées vers l'extérieur comme de petits badges de sophistication. Madame Bertrand a marché vers la cuisine. Ses talons claquaient contre le carrelage en marbre. Le réfrigérateur américain bourdonnait avec une efficacité coûteuse. Madame Bertrand l'a ouvert. La lumière intérieure a révélé 2 parts de pizza dans une boîte tachée de graisse, le fromage piqué de moisissure bleue. 3 boissons énergisantes. Une bouteille de vodka à moitié vide. Rien d'autre. Pas de lait. Pas de légumes. Pas de pain. Aucune preuve que des enfants vivaient ici. Le lieutenant Morel a ouvert le garde-manger. Un paquet de chips rassis. Un bocal d'olives. Madame Bertrand a débouché son stylo. Elle a fait une marque sur son formulaire. Le grattement de l'encre sur le papier semblait définitif. 2e étage, a-t-elle dit. La chambre de Léo se trouvait au bout du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, révélant des murs peints d'un gris à la mode. Un matelas gisait directement sur le parquet, sans cadre, juste un draps nu et une couverture fine. Dans le coin, une ring light professionnelle se tenait sur un trépied, son cordon serpentant vers une prise. Madame Bertrand a tout photographié. L'espace vide où un lit devrait être. La lumière annulaire. Le placard contenant 3 jeans et 4 chemises. Tous trop petits. Ils ont jeté son lit, a-t-elle dit, pour faire de la place pour l'installation de streaming de Sophie. La mâchoire de Morel s'est serrée, mais il n'a rien dit. La chambre de Chloé était pire. Un lit de tout petit qu'elle avait dépassé depuis longtemps. Une pile de peluches qui semblait avoir été achetée en gros et jamais touchée. Le loquet de la fenêtre était cassé, laissant un courant d'air qui faisait flotter les rideaux. Madame Bertrand a fait une autre marque sur son formulaire. Puis une autre. Ils sont redescendus. Le lieutenant Morel s'est dirigé vers la porte du garage et est sorti. Quand il est revenu, un homme âgé en cardigan le suivait à l'intérieur. Monsieur Girard, le voisin d'Ax en grave côté. Il était toujours dans son jardin, taillant ses rosiers avec une attention minutieuse. Merci d'être venu, monsieur, a dit le lieutenant Morel. Vous avez mentionné avoir observé des comportements inquiétants ? Les mains de monsieur Girard tremblaient légèrement alors qu'il enlevait ses lunettes et les nettoyait sur son pull. Ces deux-là, les parents, ce sont des fêtards. Chaque week-end il y a du bruit jusqu'à 3-4 heures du matin. Des canettes partout dans l'allée. Le stylo de madame Bertrand planait au-dessus de son bloc-notes. Et les enfants ? Le visage de monsieur Girard s'est plissé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. Le garçon. Léo. Je le voyais traîner ses lourds sacs poubelles noirs vers son petit chariot rouge. Ça m'a pris un moment pour comprendre ce qu'il faisait. Que faisait-il ? A demandé madame Bertrand, bien que son ton suggérait qu'elle savait déjà. Il collectait leurs bouteilles vides. Il les emmenait aux machines de consigne au supermarché. La voix de monsieur Girard s'est brisée. Plus il buvait, plus il avait d'argent. Je le voyais, lui et sa sœur, assis juste là à l'entrée du magasin après, dévorant des sandwichs comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. La pièce est devenue silencieuse. Même le réfrigérateur coûteux semblait avoir arrêté de bourdonner. Je lui ai posé la question une fois. Monsieur Girard a continué. Demandé si tout allait bien à la maison. Il a juste bafouillé quelque chose sur le fait d'être trop occupé à jouer pour manger le dîner. Il a regardé madame Bertrand, puis moi. Ce n'était pas la vérité, n'est-ce pas ? Non, ce ne l'était pas, a dit madame Bertrand. Elle a fait 3 autres marques sur son formulaire. Quand elle a levé les yeux, son expression est restée professionnellement neutre, mais ses jointures étaient devenues blanches autour du stylo. Environnement dangereux. Elle a dit à haute voix, cochant une case. Nutrition inadéquate. Preuve de négligence chronique. Je recommande la fin immédiate de la garde parentale en attendant le procès pénal. De retour à mon appartement, je me suis assise avec mon téléphone à la main et une décision sur les épaules. J'avais besoin d'un requin. Quelqu'un qui pourrait éventrer l'équipe juridique de Julien et s'assurer que ses enfants ne passent plus jamais une nuit dans cette maison.
Le nom que tout le monde chuchotait avec un mélange égal de peur et de respect était Maître Vasseur, l'avocat en droit de la famille le plus efficace de la région. Il ne perdait pas. Il n'était pas donné non plus. Mais j'avais déjà commencé à préparer ce combat. Alors que j'étais encore à l'hôpital avec Léo et Chloé, alors que mes bras lançaient encore là où Julien m'avait poussé contre le cadre de porte, j'avais fait un inventaire mental de tout ce que je possédais qui pouvait être converti en argent liquide. Hier après-midi, j'étais entré dans la boutique de rachat d'or en ville avec le collier en diamant de ma grand-mère. Elle me l'avait donné pour mes 16 ans, m'avait dit que c'était un héritage familial transmis par sa mère. La pierre n'était pas énorme, mais c'était une taille vintage impeccable, monture en platine. Je l'avais portée exactement 2 fois, une fois à ses funérailles, une fois à ma remise de diplôme d'infirmière. L'acheteur l'avait examiné sous sa loupe pendant ce qui a semblé une éternité avant de lever les yeux. 3 400 €. Cash. Tout de suite. J'avais signé les papiers sans hésitation. L'ordinateur portable a suivi. Je l'avais posté sur le groupe des résidents, un modèle haut de gamme élégant que je venais de finir de payer la semaine dernière. 800 € en plusieurs fois. Enfin à moi. Un étudiant en 2e année est arrivé en 1 heure. Argent en main. 800 €. Parti en 30 secondes. Mais la machine à expresso, mon Dieu, ça a fait mal. Je suis resté devant elle pendant 10 minutes avant de pouvoir me résoudre à la débrancher. C'était une belle pièce d'ingénierie. Acier inoxydable brossé, fabrication italienne, avec une buse vapeur qui produisait une micromousse si parfaite qu'elle pouvait faire passer un café de cafétéria d'hôpital pour un café de Milan. Je l'avais acheté il y a 2 ans, juste après avoir fait le dernier paiement des frais médicaux de maman. Julien avait hérité de tout l'argent de l'assurance vie de papa, 75 000 €. Je lui avais demandé d'aider pour les frais d'hôpital de maman, juste de partager. Il avait ri. Cet argent est pour investir dans l'avenir, avait-il dit, faisant tourner du bourbon dans un verre en cristal. Et maintenant, j'étais là, vendant la seule chose que j'avais jamais achetée pour moi-même, pas pour les factures, pas pour les nécessités. Juste pour la joie, pour nettoyer le gâchis que son avenir avait fait pour ses enfants. Un jeune homme est arrivé pour la prendre. Fraîchement sorti de l'école, premier emploi, sourire impatient. Il m'a tendu 550 € et m'a remercié profusément, disant que c'était une affaire en or. J'ai souri et lui ai dit d'en profiter, puis j'ai fermé la porte et fixé le comptoir vide. Le contour était encore visible, un rectangle propre dans la poussière. Mon frère ne m'exploitait pas seulement, il était cruel envers ses propres enfants. J'ai affermi ma résolution. Ses enfants ne passeraient pas un jour de plus sous son toit. Fonds totaux, 4 750 € des ventes, 6 500 € d'économie, 11 250 €. Je suis entré dans le cabinet de Maître Vasseur à 10 heures. La réceptionniste m'a conduite à un bureau. Maître Vasseur était un homme au début de la cinquantaine, aux cheveux argentés et au regard perçant, avec le genre de présence qui vous fait vous tenir plus droit. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai glissé les dossiers médicaux sur son bureau. Le traitement des engelures de Léo, l'hypothermie et la crise d'asthme de Chloé, mon propre constat de blessure des urgences. Puis les photos, mon bras meurtri, les yeux creux des enfants, les captures d'écran que j'avais faites des stories Instagram de Sophie, montrant des bouteilles de champagne et des lumières de fête les mêmes nuits que Monsieur Girard avait décrites. Vasseur les a étudiées en silence, retirant ses lunettes à mi-chemin. Quand il a levé les yeux, son expression était illisible. « Je peux vous garantir que vous obtiendrez la garde permanente », a-t-il dit platement. « Je peux aussi garantir que votre frère fera de la prison. Les honoraires sont de 8 000 €. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti l'argent, les billets en pinettes. Je les ai posés doucement sur son bureau en acajou. « Alors commençons », ai-je dit. Il a glissé un contrat sur le bureau. J'ai signé. Cette transaction, cet échange de chaque chose matérielle que je valorisais, achetait un avenir paisible pour 2 enfants qui n'en avaient jamais connu. L'après-midi, Madame Bertrand est arrivée à mon appartement pour l'enquête sociale.
Elle a balayé l'appartement avec la précision d'un sergent instructeur, vérifiant les dates de péremption sur chaque brique de lait, secouant les lits superposés nouvellement assemblés pour tester leur solidité. J'étais restée debout jusqu'à minuit pour monter ces lits, mes mains couvertes d'ampoules à cause de la clé Allen. Elle s'est arrêtée devant le comptoir de la cuisine, l'espace vide où la machine à expresso se trouvait, et j'ai vu ses yeux s'y attarder. Puis elle a regardé la pile de reçus que j'avais laissée sur la table. Nouvelle literie, vêtements pour enfants dans les bonnes tailles, médicaments pour l'asthme, un humidificateur pour la chambre de Chloé, des veilleuses en forme d'étoile. Madame Bertrand a ramassé les reçus, les a étudiés, puis les a reposés. Elle a débouché son stylo, tamponné, validé, sur son dossier, et m'a regardé dans les yeux. Vous pouvez aller chercher les enfants demain matin. Ce hochement de tête bref, professionnel, presque imperceptible était la validation la plus précieuse que j'ai jamais reçue. Jour 3, matin. Chloé avait récupéré plus vite que prévu. Ses niveaux de saturation en oxygène étaient stables, sa respiration claire. Les médecins étaient prudents, ses poumons auraient besoin de surveillance, de rendez-vous de suivi, d'un calendrier de médicaments strict, mais parce que j'étais une infirmière pédiatrique avec les compétences pour gérer ses soins, l'hôpital se sentait complètement rassuré de la laisser sortir sous ma garde. Léo a franchi ma porte en premier, la petite main de Chloé dans la sienne. Il a regardé autour de l'appartement, les meubles dépareillés, la cafetière sur le comptoir, un modèle à filtre bon marché, rien d'élégant, l'espace vide où quelque chose se trouvait clairement avant. Puis il a vu les lits superposés dans la chambre du coin, les couettes que j'avais achetées aux couleurs primaires, le coffre à jouets en bois déjà rempli de livres et de puzzles. Ses yeux ont vacillé. Il n'a pas pleuré, ce gamin avait été entraîné à ne pas le faire, mais j'ai vu la fissure dans son armure. Chloé, encore faible mais souriante, s'est illuminée quand elle a vu les 2 ours en peluche sur le lit du bas. C'étaient les derniers modèles, le genre que chaque enfant de sa classe réclamait probablement. Je l'avais vu les regarder à travers une vitrine une fois, il y a des mois, quand je les avais emmenés, elle et Léo, manger une glace. Elle n'en avait pas demandé un, elle avait juste regardé. Maintenant elle en avait 2. Celui-là est pour toi, a-t-elle dit solennellement à Léo, lui tendant l'ours bleu. On est assortis. Léo l'a pris, le serrant comme une bouée de sauvetage. Je me suis agenouillée, croisant leurs regards. C'est chez vous maintenant, pour aussi longtemps que vous en avez besoin, pour toujours, si c'est ce que vous voulez. Léo a regardé le comptoir vide à nouveau, puis moi. Il n'a rien dit, il n'avait pas à le faire. 2 semaines plus tard, Sophie a été libérée sous caution. Maître Vasseur m'avait déjà notifié des conditions, aucun contact avec les victimes ou les témoins, et aucune mention publique de l'affaire. C'étaient des mesures de protection standard, conçues pour protéger les enfants de traumatismes supplémentaires. Sophie les a ignorés immédiatement. Ce soir-là, Léo faisait ses devoirs à la table de la cuisine quand mon téléphone a explosé de notifications. Instagram, Facebook, Twitter, Sophie avait lancé un direct sur toutes les plateformes simultanément. J'ai ouvert le flux. Elle était assise dans le salon de la maison de sa mère, les yeux cernés de maquillage rouge soigneusement appliqué pour simuler les pleurs. Les commentaires défilaient déjà, des milliers de ses abonnés se connectant pour le spectacle. J'ai besoin de dire ma vérité, a commencé Sophie, sa voix tremblant. J'ai gardé le silence trop longtemps, et je ne peux pas laisser cela continuer. Mes enfants m'ont été enlevés par une femme jalouse et vindicative, qui a toujours envié mon bonheur. Mon estomac a chuté. Ma belle-sœur, Camille, a-t-elle continué, prononçant mon nom comme une insulte, est une vieille fille solitaire et amère, qui ne supportait pas de me voir avec une famille aimante. Elle a attiré mes bébés avec des promesses de jouets et de friandises, puis a appelé les autorités avec des histoires fabriquées de négligence. L'incident du code de la porte ? Une simple erreur. Les enfants oublient des choses tout le temps. Mais elle a transformé ça en quelque chose de sinistre. Les commentaires s'illuminaient. Sophie ne négligerait jamais ses enfants. C'est clairement une bataille pour la garde. Tellement triste. On prie pour toi ma belle. Sois forte. Mais tout aussi nombreux étaient ceux qui disaient, qui oublie ses propres enfants dehors. La tante est une héroïne. Sophie a tamponné ses yeux.
Mes enfants sont effrayés et confus, retenus par une femme qui ne les comprend pas. Je suis leur mère. Je me bats pour les ramener à la maison où est leur place. Le direct s'est terminé. En 1 heure, mes réseaux sociaux étaient assiégés. Des messages inondaient ma boîte de réception, la plupart vicieux. Voleuse d'enfants. Tu es dégoûtante. Rends ces enfants à leur maman. Quelqu'un a découvert où je travaillais. Le standard de l'hôpital a commencé à sonner, des appelants en colère exigeant que l'infirmière kidnappeuse soit virée immédiatement. La sécurité a dû déconnecter les téléphones. Je me suis assise dans la salle de pause, tremblante, pendant que mes collègues chuchotaient dans le couloir. Certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec suspicion. Semaine 2. Jour 3. 2 jours plus tard. 2 jours après le début du direct, l'appel que je craignais est finalement arrivé. J'ai été convoquée au RH immédiatement. J'ai marché dans les couloirs avec l'impression de me diriger vers mon exécution, certaine qu'ils allaient me lâcher pour éviter la responsabilité et la mauvaise presse. J'ai frappé à la porte du directeur des RH. Entrez, Camille. À l'intérieur, j'ai trouvé non seulement la directrice des RH, mais le docteur Mercier, chef de médecine, l'homme qui m'avait embauché il y a 5 ans. Un dossier épais était posé sur le bureau entre eux. Je me suis assise, main jointe sur mes genoux, attendant le coup. Le docteur Mercier a parlé le premier. Nous avons examiné les dossiers d'admission de Léo et Chloé Hart. Nous avons également examiné les images de sécurité des urgences, montrant l'agression physique de votre frère sur vous dans le couloir. Et nous avons vu la campagne sur les réseaux sociaux menée contre vous par Sophie Hart. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je comprends si vous devez. Nous connaissons la vérité, a interrompu la directrice des RH. Son expression était d'acier. Nous savons que vous avez fait ce qu'il fallait, et nous n'allons pas laisser une influenceuse avec une vendetta détruire la carrière de l'une de nos meilleures infirmières. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Le docteur Mercier a glissé le dossier vers moi. Le service juridique de l'hôpital a préparé une contre-plainte pour diffamation et calomnie. Sophie Hart a fait des allégations spécifiques et fausses sur votre caractère et votre conduite professionnelle. Elle l'a fait publiquement, devant une audience de plus de 100 000 personnes, causant un préjudice direct à cette institution et à vous personnellement. Nous avons la documentation, les témoins et les preuves vidéo pour réfuter chaque affirmation qu'elle a faite. On va l'enterrer, a ajouté la directrice des RH doucement. J'ai fixé le dossier, puis eux. Vous me soutenez ? Camille ? A dit le docteur Mercier, et sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Vous êtes dévouée à cet hôpital. Vous avez fait des doubles gardes, couvert les jours fériés, formé le nouveau personnel et sauvé d'innombrables vies. Quand votre mère était malade, vous n'avez pas manqué une seule garde. Vous êtes le genre d'infirmière autour de laquelle nous construisons un hôpital, alors oui, nous vous soutenons, sans équivoque. J'ai pleuré de soulagement. Il me protégeait. La pièce finale du puzzle est tombée en place l'après-midi suivant. Le texto est venu d'un numéro inconnu pendant que je donnais son traitement par nébuliseur à Chloé. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais à la soirée la nuit où votre neveu et votre nièce ont été enfermés dehors. Je dois vous dire quelque chose à propos du code de la porte. Mon cœur s'est arrêté. Je suis sortie dans le couloir et j'ai appelé le numéro. Une femme a répondu, voix feutrée, nerveuse. Je ne peux pas donner mon nom, a-t-elle dit, mais j'étais amie avec Sophie, et après l'avoir vue sur ce direct, mentir comme une arracheuse de dents, je ne pouvais pas rester silencieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé. À la fête, Julien frimait. Il venait d'installer ce système de serrure connectée sophistiqué et voulait que tout le monde voie à quel point c'était avancé. Il a sorti son téléphone et a fait la démonstration de changer le code à distance. Il en a fait tout un plat sur la sécurité, comment il pouvait contrôler ça de n'importe où. Tout le monde a fait « oh waouh » et il adorait l'attention. Il était ivre, si fier de lui, et puis il a juste continué à boire. Je ne pense pas qu'il ait jamais envoyé le nouveau code à Léo. Je me suis assise lourdement sur le sol du couloir. Ce n'était pas un accident, ai-je chuchoté. Non,
a dit la femme. C'était de la négligence née de l'arrogance. Je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Vous le dites maintenant, lui ai-je dit. C'est ce qui compte. Je l'ai remercié, mis fin à l'appel, et immédiatement transmis l'information à Maître Vasseur. Maître Vasseur a bougé avec une vitesse prédatrice. Il a fait assigner les journaux de serveurs de l'entreprise de serrure connectée, utilisant le tuyau du témoin comme motif. Les données étaient accablantes. Elles montraient qu'à 23h47 le 14 janvier, le code avait été changé à distance via l'iPhone de Julien pour 8264. Léo n'avait pas oublié le code, son père l'avait changé, et ne lui avait jamais dit. Armé de cette preuve et de l'enregistrement du direct de Sophie, Vasseur est allé au tribunal. Il a présenté la vidéo comme preuve de violation de caution. Le juge a émis une ordonnance immédiate, et la police a arrêté Sophie au milieu de la préparation d'une autre diffusion. Les images d'elle menottée tout en criant à propos de sa plateforme sont devenues virales, retournant la marée de l'opinion publique du jour au lendemain. 6 mois plus tard, la salle d'audience était bondée pour le procès. L'avocat hors de prix de Sophie a essayé d'argumenter que la maison était simplement en désordre, mais Madame Bertrand a détruit cette défense à la barre. Elle a décrit le manque de nourriture, le matelas sur le sol, et la cave à vin de 18 000 € dans une maison où les enfants mouraient de faim. Je n'ai jamais, en 2 décennies de travail, vu une maison où l'alcool était mieux soigné que les enfants, a déclaré Madame Bertrand. Ce n'est pas de la négligence. C'est de la torture calculée. La sentence a été sévère. Julien a reçu 5 ans de prison ferme pour mise en danger d'enfants et négligence criminelle. Sophie a reçu 2 ans. Les deux ont eu leur autorité parentale retirée définitivement. Pour éviter un procès civil écrasant, Julien a accepté un accord. Il liquiderait le manoir et les voitures de luxe pour payer les dettes. Le capital restant, environ 300 000 €, serait transféré directement dans un fonds fiduciaire pour Léo et Chloé, géré par moi. De plus, 40% de ses revenus futurs après incarcération seraient automatiquement saisis pour la pension alimentaire. Je me suis assise dans la salle d'audience en regardant mon frère tout perdre, ne ressentant aucune joie, seulement l'immense et calme soulagement de la sécurité. La banlieue sentait différemment, plus propre en quelque sorte, comme l'herbe fraîchement coupée et la possibilité. Je me tenais dans le jardin de notre nouvelle maison, regardant Léo lancer des balles de baseball à Thomas pendant que Chloé dessinait des fleurs à la craie sur la terrasse. La maison n'était pas immense, mais elle était à nous. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine avec assez de plans de travail pour une vraie machine à café, et un jardin assez grand pour une balançoire et un potager. 2 ans avaient passé depuis le procès. 2 ans depuis que j'avais vendu le collier de ma grand-mère et ma machine à expresso. Le tribunal avait vendu aux enchères le manoir de Julien, et tandis que le fonds fiduciaire assurait l'avenir des enfants, j'avais utilisé une partie du règlement pour acheter cette maison comptant. Pas d'hypothèque. Pas de propriétaire. Juste un acte de propriété avec mon nom dessus. J'avais été promue infirmière en chef à l'hôpital général il y a 6 mois. L'augmentation n'était pas énorme, mais c'était assez. Assez pour des chaussures de foot, des fournitures d'art, et une pizza le vendredi soir. Et puis il y avait Thomas. Docteur. Thomas Dubois, médecin urgentiste titulaire, amoureux des chats, héros accidentel. Il m'avait soigné cette nuit-là aux urgences, signé le constat de blessure qui avait aidé à emprisonner mon frère, et n'avait simplement jamais quitté notre orbite. Ce qui avait commencé comme des visites de courtoisie professionnelle avait évolué en aide aux devoirs, en apport de plats à emporter, et finalement en devenir la figure paternelle dont ses enfants avaient désespérément besoin. Une semaine après que les enfants soient venus vivre avec moi, une fois le chaos initial retombé, Chloé avait demandé des nouvelles de Neige, le chat qu'ils avaient laissé derrière. Nous avions posté des affiches, bien que j'aie eu peu d'espoir. Mais les miracles arrivent. Monsieur Girard a appelé quelques jours plus tard. Il avait trouvé le charrot maigrichon frissonnant sur son porche et l'avait nourri dans son garage. Thomas nous a conduits pour aller le chercher. Quand Neige a miaulé pitoyablement à la vue de Léo, le garçon qui avait tout tenu ensemble a finalement craqué et pleuré. Thomas avait posé une main sur son épaule et avait simplement dit « Il est à la maison maintenant. Vous l'êtes tous. » Maintenant,
Neige était gros et gâté, dormant dans les rayons de soleil et exigeant des friandises. Léo avait 13 ans, plus grand et jouant au baseball avec une balle courbe redoutable. Les cicatrices d'engelure sur ses doigts s'étaient estompées en de faibles lignes blanches. Chloé avait 9 ans, son asthme entièrement contrôlé, son rire remplissant les couloirs qui étaient autrefois si silencieux. Pour mon anniversaire, Léo m'a tendu une petite boîte enveloppée dans du papier journal. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en argent gravé du mot maison. « Merci d'avoir ouvert la porte cette nuit-là », a-t-il dit, sa voix craquant légèrement. « Et merci d'avoir vendu ta machine à café pour moi. Je savais pour ça depuis longtemps. » Je les ai serrés tous les deux fort, sachant que chaque sacrifice, chaque moment effrayant, chaque euro vendu et dépensé en avait valu la peine. J'ai serré le porte-clés, un symbole totalement opposé à la serrure connectée froide qui avait tout déclenché. Nous avions finalement trouvé une maison vraiment sûre.